Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonsoir à tous et bienvenue dans 24 heures en Alsace. C'est parti pour une heure de direct. Aujourd'hui, nous sommes lundi et donc au programme du sport. D'abord avec une opération qui a lieu durant les vacances scolaires. Ça s'appelle J'apprends à nager et ça se passe dans les piscines de la région. Et puis ensuite, nous parlerons d'une drôle d'aventure, celle du club du Neuhof Futsal, un club strasbourgeois. Et puis un week-end ensuite au Palais des Sports à Mulhouse, d'abord en volley avec les filles de la SPTT. Et dimanche en basket avec Mulhouse et Kaysersberg. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons Nicolas Riffel pour un grain de sel un petit peu particulier. Il nous emmène dans un hypermarché, on y fait ses courses, mais on peut aussi s'asseoir pour déguster une pièce de viande ou encore des huîtres. On en parlera un peu plus tard. Avant cela, c'est l'heure du JT avec Anna Britz. Bonsoir à tous et dans l'actualité ce soir, en ce premier jour de vacances scolaires, c'est la pluie qui tombe sur les sommets vosgiens et rares sont les pistes de ski ouvertes, mais les choses devraient s'améliorer dans la semaine. La télémédecine se développe en Alsace, et notamment dans les EHPAD. 8 nouveaux établissements vont l'expérimenter. Et puis, vers la fin de ce journal, un peu d'histoire au programme avec la visite du musée historique de Haguenau. Premier jour des vacances scolaires pour la zone B, et donc l'Alsace, mais à l'image des Alpes ou des Pyrénées, la neige a manqué ce rendez-vous dans les Vosges. Résultat, rareté les pistes de ski ouvertes aujourd'hui. Exemple Schnepfenried, Camille Roland et Cécile Motz. En ce début des vacances scolaires, c'est la pluie qui accueille les premiers skieurs sur les hauteurs du Schnepfenried. Après un week-end ensoleillé, la neige s'est faite plus rare ce matin. Seules 3 pistes sur les 16 que compte le domaine étaient ouvertes aujourd'hui. Il y a du monde ce matin, oui, et ce téléski ne monte pas jusqu'en haut, mais on a fait en sorte qu'il tourne quand même pour assurer les cours, justement, première étoile, deuxième étoile, troisième étoile. Si les Alsaciens ont reporté leur journée au ski en attendant une météo plus favorable, les vacanciers venus de plus loin sont tout de même présents. Et malgré la douche froide, la plupart des skieurs gardent le sourire. On est motivés, on garde les skis. D'ailleurs, tout en haut des pistes, il y a quelques flocons. Voilà, on va tenter notre chance. Lui, il vient du Nord et moi du Pas-de-Calais, plus précisément à côté d'Arras. On a l'habitude, nous. La pluie, c'est notre quotidien, donc avec ou sans pluie, de toute façon, on a payé pour venir ici, donc autant profiter de la station. Et ça commence à se dégrader, donc ça commence à fondre énormément, ça glisse un peu, on fait avec. Le temps n'est pas clément, mais c'est comme le soleil, quand il est là, on en profite, quand il n'est pas là, on fait avec. Ça fait partie du jeu. On aurait pu faire que une verte et une bleue, étant donné que les autres étaient fermés. On espère qu'il fera un meilleur temps, il va neiger et qu'on pourra faire plus de pistes. Faute de neige, les stations alsaciennes peinent à tourner à plein régime ces dernières années. En 2018, la station du Gachenay a même fermé ses portes. Même si le Schnepfenried n'en est pas encore là, la saison s'annonce difficile. Cette année est quand même assez compliquée. Donc on se retrouve comme les semaines d'avant avec un redout qui nous a fait fermer plusieurs pistes depuis hier soir. Donc malgré tout, on arrive à assurer les cours de ski, donc ça permet d'avoir quand même du monde. Et on est confiant pour la suite parce qu'ils annoncent un peu des chutes de neige cet après-midi et mercredi. En attendant le retour du beau temps, les vacanciers se réchauffent au restaurant de la station. Ils n'auront pas longtemps à patienter puisqu'avec les chutes de neige annoncées, d'autres pistes devraient réouvrir dans les prochains jours. À un mois des élections municipales, nous poursuivons notre série de portraits de candidats et de listes. Ce soir pour Strasbourg, c'est Patrick Arbogast et sa liste Égalité Active, Adrien Laby et Camille Roland. Patrick Arbogast, 58 ans, numéro 1 sur la liste Égalité Active. Chef d'entreprise ayant grandi à Königshofen et Haute-Pierre, il va mener une liste composée exclusivement de citoyens. Leur objectif, porter la question des quartiers populaires au cœur de la campagne. Voici leur programme pour Strasbourg. Rapprocher tous les Strasbourgeois des quartiers et les autres Strasbourgeois. Parce que ce qui revient très souvent, c'est le vivre ensemble. Quand on a déjà circulé, on a fait des World Café dans certains quartiers, et ce qui revient très souvent, c'est le vivre ensemble. Et un fossé s'est créé entre les quartiers et le reste de Strasbourg. Et ce fossé, on va le réduire. On va commencer par l'emploi.
L'emploi, ça c'est à partir du moment où il y a l'emploi, la vie est tout de suite meilleure. Donc on va déjà s'atteler à ce taux de chômage qui est très élevé à Strasbourg, donc, qui est énorme dans les quartiers. La pauvreté aussi, parce que je parle bien de pauvreté. Strasbourg va bientôt être une des villes les plus pauvres de France. Et donc à partir du moment où on règle ces deux problèmes, l'emploi, la pauvreté, il sera déjà beaucoup plus facile de communiquer avec le reste de Strasbourg. Réunion publique sur le sport ce soir au Gymnase Reuss. Dans l'Assemblée, peu de cheveux blancs, il faut dire qu'Égalité Active joue la carte de la jeunesse. 70% des membres de la liste ont moins de 35 ans. Dans leur rang, aucune personnalité politique. Ces nouveaux venus dans la campagne souhaitent porter une parole, celle des quartiers de Strasbourg qu'ils estiment oublier des discours habituels. On ne les entend pas assez, on ne met pas assez les moyens dans les quartiers. Bien sûr, de bonnes choses ont été faites, mais il faut mettre beaucoup plus de moyens humains, surtout dans les associations, parce que là-bas, c'est les associations, c'est elles qui sont au cœur des préoccupations des jeunes et des moins jeunes des quartiers. Et c'est avec l'aide des associations, en rajoutant beaucoup plus de moyens humains et financiers, c'est avec eux, avec des partenaires privés, qu'on arrivera à résoudre le problème du chômage et de la pauvreté. Bien que nouvelle dans l'arène municipale, la liste Égalité Active vise une place au second tour. Pour y arriver, ils se rendront bien sûr à la rencontre des Strasbourgeois sur les marchés. D'autres réunions publiques sont déjà prévues, notamment sur la thématique du logement. En bref, le président de la République Emmanuel Macron se déplacera demain à Mulhouse avec Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, et Roxana Maracineanu, ministre des Sports. Il doit être question de reconquête républicaine et séparatisme islamiste. Et puis, on a appris ce matin le décès d'un militaire du 54e régiment de transmission de Haguenau. Le sergent-chef Morgan Henry était présent au Burkina Faso dans le cadre de l'opération Barkhane. La télémédecine se déploie en Alsace. Son principe, mettre en contact patients et médecins via Internet ou une plateforme numérique. Outil pour pallier les déserts médicaux et renforcer le suivi des patients pour certains. Déshumanisation de la relation médecin-patient pour d'autres. La télémédecine répond néanmoins à des besoins, notamment pour les personnes dépendantes. Une expérimentation est en cours dans 8 EHPAD du Bas-Rhin. Adrien Laby. Un stéthoscope connecté et une tablette, les outils de travail des Toubib 2.0. Depuis 3 ans, la société strasbourgeoise Toc Toc Doc s'est faite un nom dans le domaine de la télémédecine. À un bout de la ligne, un médecin généraliste ou spécialiste. À l'autre, auprès du patient, une caméra sera ses yeux et une infirmière ses mains. Soignants et soignés peuvent échanger en visioconférence. Le dispositif est déjà déployé dans plus de 200 EHPAD à travers la France. 8 établissements strasbourgeois viennent de signer pour participer à l'expérimentation du nouveau service proposé par la start-up, la polyclinique mobile. Alors la polyclinique mobile, au lieu que ce soit les infirmières des EHPAD qui sont déjà surchargées, qui fassent de la télémédecine, en sachant qu'il y a un turnover assez important, aussi des infirmières et que chaque fois il faut quand même un petit peu, un minimum les former, même si c'est simple et intuitif, ça sera les infirmières de Toc Toc Doc qui iront dans les EHPAD de façon très déterminée, 2 heures par-ci, 2 heures par-là, pour recueillir les besoins médicaux qui sont déterminés par les patients d'abord, les infirmières et les médecins coordinateurs, et qui, 48 heures plus tard, reviennent faire la téléconsultation en ayant programmé en face du besoin le médecin qui correspond, qui peut être le médecin traitant ou le médecin spécialiste demandé. Durée moyenne d'une consultation de télémédecine, 12 minutes. Il ne s'agit pas là de réaliser des actes médicaux, mais d'aboutir à un diagnostic et, si besoin, d'orienter le patient vers un rendez-vous physique. Pour la consultation de médecins spécialistes, souvent loin des EHPAD, Toc Toc Doc entend soulager la charge de travail du personnel autant qu'améliorer la prise en charge des patients. Il y avait une vraie problématique jusqu'à maintenant qui était le déplacement du résident. C'est chronophage, c'est compliqué, c'est complexe de déplacer un résident vers un médecin spécialiste, et c'est aussi difficile pour un médecin spécialiste de se déplacer. C'est aussi difficile pour le personnel soignant d'habiller, de mettre dans l'ambulance, d'organiser le rendez-vous, d'aller sur site parfois parce que les patients sont dépendants, et donc finalement ça a un impact sur le patient, et ça permet finalement de fluidifier la prise en main télémédicale du résident. En toile de fond, la problématique de l'accès aux soins dans les EHPAD, des médecins généralistes surchargés aux spécialistes avec lesquels les rendez-vous doivent se prendre des semaines à l'avance. Les problèmes de santé des personnes âgées peuvent s'aggraver faute de prise en charge précoce entraînant une hospitalisation. Un coût pour la sécurité sociale, mais aussi bien des tracas pour les patients. Il y avait parfois des difficultés à accéder aux médecins. On a aussi vu des personnes âgées obligées d'aller aux urgences, faute d'un accompagnement médical régulier.
Et donc, à travers cette démarche-là, on va améliorer la situation, à la fois sanitaire de la personne, un meilleur accompagnement. On évitera de la déstabiliser, elle ne sera pas obligée de quitter son EHPAD, donc ça c'est un vrai plus. Et puis en même temps, on réduit la dépense de sécurité sociale, parce que jusqu'à présent, il fallait payer des déplacements jusqu'à l'hôpital. Là, en fait, finalement, la télémédecine permet un accompagnement à distance et de qualité. L'année prochaine, 10 nouveaux EHPAD rejoindront la polyclinique mobile. L'expérimentation est prévue pour durer 2 ans et demi. Chez Toc Toc Toc, on espère une issue favorable pour un déploiement dès 2022-2023. Et on prend maintenant la direction de Haguenau à la découverte du musée historique. Il abrite une impressionnante collection d'objets de la ville et de sa proche région, allant de la préhistoire à nos jours. Des manuscrits tenus, insignes, statues, mais aussi trésors se cachent dans ce bâtiment. Fanny Kunz nous dévoile quelques-uns de ses secrets. Avec son architecture monumentale, il pourrait être le Poudlard de l'Alsace du Nord ou sortir tout droit d'un film de Tim Burton. Le musée historique de Haguenau reste l'un des bâtiments emblématiques de la ville alsacienne. Musée, service d'archives mais aussi bibliothèque, l'imposant bâtiment a été construit à l'initiative du maire Xavier Nessel entre 1900 et 1905, durant la période de l'annexion. Avec ses angles brisés et ses formes pointues aux influences allemandes, son architecture est caractéristique du style néo-renaissance. Il est emblématique parce qu'on a Barberousse sur sa façade, on a vraiment tous les éléments qui font l'histoire haguenovienne au sens classique du terme. Et dans un autre sens, je trouve que sa forme, qui est vraiment complètement extraordinaire, originale, dans une ville qui est très 18e, fait que il a imposé sa patte tout de suite au sein du paysage urbain. Donc il y a un côté à la fois extrêmement impressionnant et en même temps un côté très historié qui fait que, comme dans les églises au Moyen-Âge, on va détailler l'histoire de Haguenau à l'intérieur de ses murs, un peu comme un immense livre d'histoire qui va se déployer sous les yeux du visiteur. Le bâtiment accueille les visiteurs dans plusieurs salles sur 3 niveaux, richement décorés de fresques, sculptures et vitraux. Chaque événement important de la ville est retracé dans ses ornements, comme le procès de Richard Cœur de Lion ou l'état de Haguenau avant sa destruction par le roi Louis XIV en 1677. Le musée dispose de 2 km linéaires d'archives allant du XIIIe siècle à nos jours et d'une collection de plus de 20 000 objets. La collection est intéressante sur plusieurs points. On a une collection proto-historique qui est littéralement fascinante parce que c'est les objets qui sont trouvés dans les tumuli, donc dans les tertres celtes qui se trouvent en forêt de Haguenau. C'est une collection unique en Europe qui mérite vraiment le détour. Notre collection médiévale, il y a tout un étage qui lui est réservé, donc c'est aussi une très belle collection qui permet de comprendre le Moyen-Âge dans l'Alsace du Nord. Et puis on a une très belle salle 18e siècle qui vient d'être ouverte, qui parle de ce siècle qui a vraiment été une apogée pour Haguenau, puisque que ce soit par la Garance ou par les faïences à Nongue, on a des productions, on a vraiment une apogée qui permet à la ville de s'étendre, de se développer économiquement mais aussi culturellement et c'est vraiment une salle qui vaut le détour. Archéologie, art décoratif, tradition populaire, le musée abrite de nombreux trésors et accueille des animations ludiques pour ses visiteurs tout au long de l'année. Témoin du passé de la cité de Frédéric Barberousse, ce bâtiment est à lui seul un symbole historique de la ville de Haguenau. Et tout de suite, c'est l'image du jour, Fanny Kunz. Gorge qui gratte, éternuement, yeux qui pleurent. Vous n'êtes probablement pas seul et le rhume n'est pas le coupable. Les pollens sont déjà très présents en Alsace, la faute à une météo très douce pour la saison. Ainsi, les allergies ont eu à subir tout le week-end les assauts de l'aulne, mais aussi des noisetiers et des cyprès, si l'on en croit cette carte du Réseau national des surveillances aérobiologiques. Mais vos éternuements devraient se calmer selon ces cartes de prévision de la pollinisation des aulnes de Météo Suisse. Leur concentration devrait diminuer, même si l'Alsace reste au rouge. Voilà pour l'information. Anna, vous restez avec nous. Nous accueillons à présent notre invité de première partie d'émission. Bonsoir Stéphane Puchol, installez-vous. Nous allons parler de ce dispositif J'apprends à nager dans un instant. Ce sera juste après la météo. Votre programme avec Croisière Europe. Croisière Europe, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre bulletin météo de ce mardi 18 février déjà. Et c'est un temps sec qui nous attend ce mardi avec toujours pas mal de passages nuageux, des nuages bas qui persistent sur l'Alsace ainsi que dans la région du Bade-Wurtemberg, mais on verra quand même pas mal de soleil, un grand soleil prévu dans le nord de la Suisse. Côté Mercure, comptez 4 degrés sur l'ensemble de l'Alsace en ce mardi matin, 4 à 5 degrés ce sera pour nos voisins allemands, 4 degrés pour le nord de la Suisse. L'après-midi on restera sur cette même lignée avec toujours quelques nuages bas, mais le soleil continuera de briller et surtout dans le nord de la Suisse. Côté Mercure, ça grimpe légèrement. En après-midi, comptez 7 degrés dans le nord du Bas-Rhin, 9 degrés pour le centre Alsace et jusqu'à 8 degrés prévus du côté de Mulhouse ou encore d'Alkirch et Bâle. On jette un coup d'œil sur vos prévisions de mercredi maintenant avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui balayera l'ensemble de la région. Vous le voyez, des pluies prévues un petit peu partout. On verra toujours un petit peu de soleil. On alternera entre nuages, éclaircies et pluie. Comptez 8 à 9 degrés mercredi après-midi au meilleur de la journée en Alsace, 8 degrés ce sera pour la région du Bade-Wurtemberg, 7 degrés du côté de Bâle. Mardi, nous serons donc le 18 février et nous fêterons les Bernadettes. Le soleil se lèvera à 7h32 pour nous dire au revoir à 17h54. Voilà, je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20 et je vous dis à demain. Salut! Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. On va parler à présent d'une opération qui se déroule dans les piscines de la région. Ça s'appelle J'apprends à nager. Bonsoir Stéphane Puchol. Bonsoir. Alors vous êtes le président délégué du comité départemental de natation. Alors le principe de ce dispositif, il est parti d'un constat simple, c'est qu'un enfant sur deux qui entre en 6e ne sait pas nager en fait, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Ça, c'est les statistiques de l'éducation nationale. Un enfant sur deux ne sait pas nager en arrivant en 6e. Et donc, l'opération J'apprends à nager, et c'est une initiative du ministère des Sports pour y remédier. Alors, qu'est-ce qu'on apprend concrètement c'est des enfants qui viennent, du coup, qui sont en primaire, qui viennent apprendre à nager. On leur apprend, j'imagine, les bases. Alors, c'est une opération qui est destinée aux enfants de 4 à 12 ans. Et l'enjeu principal, c'est de leur faire acquérir on appelle ça le savoir nager sécuritaire. Donc les bases pour apprendre à se sauver. Et alors, on les met dans l'eau, parce qu'il faut aller dans l'eau. Et ils apprennent à s'immerger, parce que pour flotter, ce qui est important, c'est de flotter. Mais pour flotter, il faut accepter de s'immerger. Flotter, ils se déplacent, ils passent des obstacles. Et progressivement, ils ont confiance en eux. Et ils arrivent à acquérir les compétences nécessaires pour se sauver. Il y a beaucoup d'accidents liés aux baignades en Alsace. On a une idée justement de leur nombre Alors, il y a eu une centaine de noyades l'année dernière. Et il y a eu 30% d'augmentation en juillet, l'été dernier, des noyades parce que c'était la canicule. Et donc, on allait un peu plus dans les piscines, sur les plans d'eau. Et il y a toujours des enfants qui ne savent pas nager. D'où cette opération. Et alors vous êtes le seul département qui coordonne ce dispositif. Ça signifie quoi ? Alors dans le Bas-Rhin, on coordonne le dispositif parce que les subventions de l'État sont réservées aux QPV, aux quartiers prioritaires de la ville. Et au niveau du département, on a décidé de prendre cette subvention, de rajouter une subvention du comité départemental afin de pouvoir proposer des sessions dans d'autres villes. Donc on a des sessions qui ont été faites là, sur les 2 dernières années et qui ont permis d'accueillir 1250 enfants quand même, à Sélestat, Erstein, Obernai, Molsheim-Mutzig, Betschdorf, Oswald et Strasbourg. Ça répond du coup aussi à une certaine fracture sociale, c'est donner accès à tous en fait de pouvoir se sauver en cas de besoin dans l'eau tout simplement. Effectivement, les noyades ne sont pas réservées à certains quartiers, donc on a décidé de l'ouvrir à tout le Bas-Rhin. Alors ça se passe en ce moment, alors si les enfants viennent, ils ont droit à ce petit bonnet de bain. C'est combien de sessions ? Ça dure une semaine, c'est ça ? Alors une session, c'est 10 séances de 1 heure. Donc la plupart du temps, c'est sur 2 semaines pendant les vacances scolaires. Alors ça peut être pendant Là actuellement, on a des sessions à Orfelden et à la Kibitsono. On peut encore s'inscrire si jamais les parents nous regardent. À la Kibitsono, oui. Sinon, il y aura des sessions sur les villes que je vous ai présentées avant. Là. Il y a Agno aussi. En avril, pour les vacances d'avril, et cet été, durant l'été. Et 10 séances de 1 heure, c'est totalement gratuit.
Et alors on n'acquiert pas forcément toutes les compétences pour savoir nager en 10 séances, hein, attention, parce qu'on les prend de 4 à 12 ans, mais il y a un tiers des enfants qui réussissent le sauve-nage, donc c'est le diplôme qu'on leur décerne à l'issue de cette opération. Et alors, est-ce que ce dispositif suffit à sauver des vies? J'imagine qu'on ne peut quand même pas accueillir tous les enfants qui potentiellement iront se baigner. Ah non, on ne peut pas accueillir tout le monde, mais notre objectif, c'est d'en accueillir le plus possible. Je pense qu'on a quand même sauvé des vies sur les dernières années grâce à cette opération. Maintenant, on œuvre dans ce sens pour pouvoir accueillir le maximum d'enfants l'été prochain ou dans les prochaines vacances. Puis ça donne peut-être envie à ceux qui ont commencé à apprendre à nager de se perfectionner après aussi. Ah, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que c'est les clubs de la Fédération française de natation qui proposent ces activités. Et on a des personnes compétentes dans nos clubs. Et effectivement, après, il y en a beaucoup qui s'inscrivent dans les clubs de natation. Et pour après apprendre les 4 nages. Mais d'abord, on acquiert les compétences pour le sauve-nage, savoir se sauver. Donc vous disiez, le premier principe, c'est de savoir se laisser flotter, c'est ça? Oui, accepter de s'immerger pour flotter. Donc s'il y a des parents qui nous écoutent, il ne faut pas hésiter d'emmener ses enfants dans une piscine, là, comme on le voit à l'écran, là, et faire des jeux, permettre de s'éclabousser et très rapidement de s'immerger. Parce que le plus important, c'est pas forcément de se déplacer, c'est d'être à la verticale et d'aller sous l'eau. Donc un enfant qui va sous l'eau, c'est déjà très bien. Et je voulais juste préciser que cet été, sur les plans d'eau de l'Eurométropole, en partenariat avec l'Eurométropole et le conseil départemental, on va aussi créer J'apprends à nager, des sessions de J'apprends à nager, donc au Bas-Guerzet et au lac Achard. Sachant que toutes ces sessions sont gratuites? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Alors, il faut se renseigner au niveau du comité départemental de natation ou alors le club qui est proche de tout le monde. Là. Il y a beaucoup de clubs qui le proposent, je les ai cités avant. Il y a 22 clubs de natation dans le Bas-Rhin et il y en a 13 qui le proposent cette année. Vous savez quoi faire désormais, alors si vos enfants s'ennuient pendant leurs vacances, et puis ça leur rendra grandement service. Merci d'avoir été avec nous, Stéphane Pichol. Nous, on se retrouve juste après la pub pour parler sport. Chez Peugeot Strasbourg, à Eunheim et à Ilkirch, venez adopter dès aujourd'hui les moteurs de demain, ou bien repartez avec l'un de nos 250 véhicules d'occasion. Bienvenue dans Top Sport, au programme ce soir du football tout au sud de l'Alsace avec l'équipe de Saint-Louis en National 3. Handball, on fait le point du côté des filles de la SPTT Strasbourg. Et puis 2 rencontres ce week-end au Palais des Sports bien remplies pour l'occasion. D'abord samedi soir avec l'équipe des filles de la SPTT Mulhouse. Et puis une autre rencontre dimanche après-midi. Elle opposait en National 1 les clubs de basket de Mulhouse et de Kaysersberg. Et puis ce soir, on va surtout parler de futsal avec nos invités, Kenny Tenovan et Waheb Kadri. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors vous êtes du club strasbourgeois du NOAF, on va en reparler dans quelques instants. Et on va vous proposer surtout un gros plan sur cette discipline, le futsal. C'est une discipline qui est souvent spectaculaire et on en parle à l'occasion de ce derby alsacien en seconde division, le NOAF donc contre Kingersheim. C'est toujours un match particulier, il y a un moment attendu dans la saison pour vous deux? C'est un derby, c'est un match qu'on veut gagner. Malheureusement, on l'a perdu. On a gagné en coupe il y a 2 semaines. En championnat, on a perdu, c'est dommage. Et voilà, c'est la loi du sport. On gagne, on perd. Il faut s'accrocher, il faut relever la tête. On se prépare différemment à un derby? Mentalement, c'est différent? Ouais, parce que c'est toujours un match particulier. C'est un match qui nous tient à cœur. Les supporters aussi qui attendent ça de nous. Et voilà, comme dit M. Tanovan, malheureusement, on n'a pas pu arracher la victoire, quoi.
On reviendra justement sur cette rencontre dans quelques instants. On va parler d'abord sport féminin avec les volleyeuses de Mulhouse. Elles affrontaient le Canet ce week-end, l'affiche par excellence d'un match de play-off, voire d'une finale, comme ce fut le cas en 2017. 3000 spectateurs étaient venus encourager les Mulhousiennes qui sont en rouge sur les images, leader du championnat face à une équipe du Canet très en forme en ce moment. Les Mulhousiennes dominent le début de la rencontre et remportent sans difficulté le premier set 25-16. Dans la deuxième manche, le Canet se ressaisit et accroche les Mulhousiennes. Les Blanches parviennent même à revenir à égalité dans le match en remportant le deuxième set 25-23. Place ensuite à la troisième manche et là ce sont clairement les sudistes qui démarrent de la meilleure des manières en menant 3-0. Elles prennent 5 points d'avance au milieu du set et le remportent 25-21. Mulhouse doit se ressaisir. Une mauvaise entame dans le quatrième set mais les rouges sont poussés par le public et reviennent à 20 partout. Mais le Canet aura le dernier mot et remporte le set 25-21. Défaite des Mulhousiennes 3-7-1. Écoutez leur entraîneur à l'issue de la rencontre qui s'excuse. I want to say one important thing. I'm really sorry for my club and for these amazing fans, because in front of 4,000 people, they deserve to see one team that fight until the end. So I'm really sorry for it. I want to say excuse because when one team stopped to play in one moment, it's my fault, so I have to say sorry. Et malgré cette défaite, les Mulhousiennes sont qualifiées pour les playoffs et ce depuis la semaine dernière. Côté classement, les Mulhousiennes restent leaders et il va falloir défendre cette place. It's so important to finish first because a quarter final can be really strong, because if you are second and third you can meet some amazing team like San Rafael and Nancy. But now Cannes is so important because if we beat Cannes, I think we are so close to finish first. Et pour battre Cannes, qui est actuellement 3e au classement, ça se passera ce samedi, et bien tout simplement à Cannes. On passe à présent au bobsleigh avec notre Alsacien Romain Heinrich. Il était aux côtés de Dorian Otterville ce week-end pour les championnats d'Europe de bob à 2 en Lettonie. Ils ont terminé tous les deux 5e et, pour la Coupe d'Europe et 6e de la dernière manche de Coupe du Monde. Place désormais pour eux ce week-end au championnat du monde de bob à 2 en Allemagne. En tennis, quelques semaines après leur élimination d'entrée à l'Open d'Australie, Pierre Hugerbert et Nicolas Mahut ont remporté dimanche leur 16e titre commun en double. Cela se passait à Rotterdam et c'est leur 2e sacre aux Pays-Bas après 2018 et leur première victoire en 2020. On va parler dans quelques instants du derby en futsal, mais d'abord un autre derby, celui en basket entre le club de Mulhouse et celui de Kaysersberg en National 1, la 3e division nationale. Alors ce qu'il fallait retenir de ce match, eh bien, c'est un petit florilège de contre. D'abord en premier, puis la voie le deuxième, le joueur de Kaysersberg revanchard qui part ensuite au dunk. Ce qu'il faut aussi retenir, eh bien, c'est une action un petit peu particulière, une chute digne d'un film d'action, voilà. Je ne sais pas s'il simule, mais en tout cas, il s'est fait mal. Et puis, ce qu'il fallait retenir aussi, eh bien, c'est un vent. Regardez le coach qui tend la main à son joueur, un intérieur, arrivé fraîchement à Kaysersberg. Mais non, il n'a pas voulu tendre la main. Plus sérieusement, Mulhouse attaque fort d'entrée de jeu ce derby. Les Blancs comptent 10 longueurs d'avance en fin de premier quart-temps. Un écart qu'ils parviendront à conserver jusqu'à la mi-temps. Kaysersberg en orange donc lutte, mais ça se complique. Après la pause, l'écart se creuse entre les deux équipes. Mulhouse mène 65-48 dans les dernières minutes du troisième quart-temps. Dans le dernier acte, Kaysersberg s'essouffle et voit le score s'envoler. Comme à l'aller, les Oranges s'inclinent de 21 points sur le score de 94 à 73. Mais le plus important dans ce derby, c'est qu'il n'y avait pas d'enjeu. C'était surtout l'occasion de préparer la suite de la saison, alors qu'il ne reste plus qu'un match de première phase à jouer. Kaysersberg tentera de sauver sa place en National 1 dans le groupe C, synonyme de Playdown. Quand la deuxième phase démarrera, il n'y a pas trop de questions à se poser. Nous, on sait que mathématiquement, on devrait au moins gagner nos 4 matchs à domicile. Et ensuite, probablement, normalement, chercher 2 victoires à l'extérieur. Et ce sera là tout, j'espère. J'espère que ce sera là tout le problème. Mais d'abord, déjà gagner chez nous. Et après, ensuite, prêt à chercher 2 victoires à l'extérieur sur les 4 matchs qui nous attendent. Les Mulhousiens ont quant à eux assuré leur maintien. Et ce, depuis 4 matchs. Ils joueront la deuxième phase dans le groupe B. Il y avait aujourd'hui un match sans enjeu et vous avez vu qu'on l'a joué avec intensité, avec application. On gardera cette façon de fonctionner et puis on verra jusqu'où ça peut nous mener. Mais c'est vrai que
Le règlement est tel que nos victoires contre les ténors du championnat, c'est des victoires qui ne vont pas être remportées dans la poule suivante et de ce fait, on ne tire pas bénéfice non plus des 8 matchs gagnés contre les équipes qui jouent la poule de relégation. Ce 8 sur 8 est complètement effacé en deuxième phase. Mais il est quand même déjà là pour marquer notre maintien et on s'en contentera pour cette année. Derby en basket et puis derby en futsal aussi ce week-end avec 2 des meilleures équipes de la région en division 2. Cela se passait au Neuf à Strasbourg qui recevait Kingersheim. On regarde tout de suite le résumé et puis on en parle avec nos invités juste après. Pour faire un bon derby, il faut 2 bonnes équipes, du public et un DJ pour l'ambiance. Il faut aussi arriver à l'heure car Abdelawi ouvre la marque pour le Neuf après seulement 1 minute de jeu. Côté technique, on est servi. Bouabdella réussit un superbe enchaînement, c'est parfait et efficace. 3 minutes de jeu et déjà un partout, on se régale. Kingersheim prend même l'avantage sur ce centre fort. El Messaoudi marque contre son camp. Avantage de courte durée. Sur cette action confuse, attention les yeux, c'est allongé au sol que Eline parvient à marquer de partout. Et ce n'est pas fini, le Neuf reprend l'avantage, encore par Eline, juste avant la pause. Et Kingersheim en veut aussi et égalise quelques instants plus tard sur cette action, 3 partout à la pause. Les Orinois vont globalement dominer la deuxième mi-temps et marquent assez logiquement sur cette remise en jeu, 4-3. Le Neuf pousse en fin de match mais ne marque plus. Au buzzer, Boudbouz clôt la marque et Kingersheim s'impose 5-3. Bon, défaite dans ce derby. Qu'est-ce qui a manqué? Un manque d'expérience peut-être? Oui, un petit manque d'expérience, c'est aussi un comportement, une attitude, une meilleure attitude qu'on devait avoir, je pense. On aurait pu gagner ce match, mais voilà, malheureusement, on l'a perdu. C'est fait, c'est dommage pour la suite, mais on s'accrochera, comme je l'ai dit, et on fera mieux pour les prochaines. Et alors, votre club, c'est le dernier né de D2 parmi les clubs alsaciens. Au départ, c'est une histoire un petit peu atypique, vous pouvez nous raconter? C'est une histoire très particulière. Bon, mes amis qui me regardent ont rigolé. À la base, c'était un délire. Je l'ai repris avec un ami. On s'est dit qu'on allait appeler les anciens du quartier, les plus jeunes. On a reformé une équipe. On s'est retrouvé vite champion d'Alsace au bout d'une saison. On a joué les barrages face à Toulouse et à Nantes. La chance qu'on a eue, c'était à domicile. On a gagné ces 2 matchs et nous voilà en D2 au bout d'1 an. Et alors, l'équipe, elle est composée de quoi? D'anciens footballeurs, uniquement des futsaleurs, parce que j'ai appris qu'on disait futsaleurs. Ou c'est un peu un mélange des deux? C'est un mélange des deux. Mais maintenant, en D2, on a une restriction, c'est d'avoir que 2 doubles licenciés extérieurs. Donc du coup, la plupart sont spécifiques futsal. Okay. Alors à la mi-temps de ce match, vous avez aussi reçu le label Jeune Espoir de la Fédération. Ça récompense la dimension éducative du projet. Du coup, c'est un projet global, c'est pas seulement... C'est ça, c'est pas seulement le niveau national. Nous, on a d'autres équipes de jeunes, on a les U15, on a les 18, on a une section féminine, aussi une équipe réserve senior. Et voilà, il y a tout un travail derrière, avec mon ami Waeb qui est là, et d'autres dirigeants et d'autres même sponsors au quotidien. On bosse d'arrache-pied et on fait tout pour qu'on avance, quoi. Comment ça se passe justement ce travail? J'imagine qu'on a un club récemment né comme ça, il y a beaucoup de boulot pour le faire évoluer, notamment en plus qu'après on joue dans ce genre de division-là. Ouais, ça demande du temps. Voilà, ça fait aussi un impact au niveau du quartier, ça ramène beaucoup de familles, de jeunes. On accueille pratiquement tous les week-ends quand on joue à domicile plus de 250 à 300 personnes. Et voilà, c'est ça qui a fait un peu... Ça a ramené de la vie au Neuf. Il y en avait déjà beaucoup, mais avec le futsal, c'est un plus et c'est un bel engouement, quoi, et on est fiers de ce travail-là, quoi. Vous êtes parti de quelques potes, à combien maintenant? De quelques potes, on avait une seule équipe. Maintenant, on est une 80aine de licenciés. Et donc, ça promet. Il y a de la formation aussi. Du coup, il faut former les jeunes pour qu'ils puissent ensuite jouer en équipe première. Exactement, c'est le but. C'est pour ça qu'on a fait des jeunes. On a aussi un coach diplômé. On a d'autres joueurs qui aussi se forment à la formation de coach. On a aussi les jeunes qu'on va envoyer en tant qu'arbitre. Et
c'est le travail qu'il faut faire au Neuf, quoi. Former et après on délègue notre travail, quoi, parce que là on est un peu en triple casquette. Ouais, qui est dirigeant mais qui est aussi conducteur, intendant, il fait un peu tout au club. Moi je suis président mais je suis aussi coach des féminines, des jeunes, de l'équipe réserve. Et ça demande beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'on forme des jeunes et des amis pour qu'on délègue plus tard, quoi. Est-ce que rien que d'en parler, comme ça permet aussi de donner une autre image au quartier du Neuf? C'est ça. Ouais, il va en parler parce qu'il est mieux placé que moi. Ouais, ça permet de donner une autre image. C'est... Comme dit, les jeunes, ils attendent le samedi avec impatience. Au courant de la semaine aussi, on a fait un partenariat aussi avec le CSC, qui est Centre socio-culturel du Neuf, que les jeunes, on a réussi à trouver un créneau avec nous, avec M. Tanouran, qui fait en parallèle, dans ses heures de travail, qui a réussi à trouver un créneau avec les jeunes. Pour mélanger en fait la structure, comme on a nos créneaux maintenant, depuis qu'on est en D2, merci à la ville de Strasbourg de nous accorder beaucoup de créneaux, mais il en manque encore, parce que voilà, tout n'est pas parfait. Et avec les créneaux qu'on a du CSC, comme je suis animateur là-bas en parallèle, je jongle en fait en faisant un partenariat CSC Neuf Futsal, quoi. Et du coup, voilà, comme je peux répondre à votre question d'avant, ça a changé beaucoup au Neuf parce que voilà, on donne une belle image sur le terrain et en faisant des beaux projets comme ça, parce que c'est la première fois qu'au Neuf, on voit un club au niveau national, quoi. Et c'est une fierté pour nous et pour tout le quartier. On espère que ça va continuer pour vous. On continue à parler futsal dans un instant, mais concernant les aspects plus techniques et tactiques, parce que c'est assez spectaculaire aussi comme sport. Mais avant, on va parler handball avec un coup de projecteur chez les filles en National 1, la 3e division. La SPTT Strasbourg y joue depuis quelques années le haut de tableau. Elle recevait Dijon ce week-end, l'occasion d'aller faire le point sur leurs ambitions. Ça commence comme une drôle d'histoire de famille, avec 2 frères au sifflet, 2 sœurs dans l'effectif de Dijon et les 2 sœurs Kouela Membou côté Strasbourg. Mais la période est compliquée pour les oranges de la SPTT qui enchaînent les matchs, gagnent souvent mais sans la manière. Dijon en profite en début de match et fait rapidement le break. Strasbourg a du mal à mettre du rythme et manque de bol, l'Alsacienne la plus en forme joue dans les cages de Dijon où elle enchaîne les parades. Il faut une grosse débauche d'énergie aux Alsaciennes pour recoller au score. À la pause, elles n'ont plus qu'un but de retard et prennent même l'avantage au retour des vestiaires pour la première fois du match. On se dit que la machine est lancée, on se trompe. Dijon réagit bien et la SPTT retombe dans ses travers. Trop d'échecs au tir, pas assez d'énergie en défense. Dijon refait un écart et les oranges ne marquent plus. 2 petits buts seulement dans le dernier quart d'heure. La défaite 24-19 est logique et le podium est désormais à 4 points. Un coup d'arrêt donc pour les Strasbourgeoises et une défaite difficile à encaisser. Écoutez-les. Par rapport au podium, là on prend vraiment du retard. Je ne sais pas si on avait des jokers, mais là, pour le coup, on n'en a absolument plus. Et si on veut viser un podium, déjà, c'est éviter de reproduire ce genre de jeu. Mais oui, sur le haut de tableau, ça va commencer à être dur. Depuis janvier, on enchaîne des matchs quasiment toutes les semaines. Avec ça, les matchs de coupe qui s'ajoutent parfois en semaine. Avec le travail, l'école, tout ça, c'est sûr que le rythme est assez soutenu. C'est sûr que en ce moment, on est un peu dans le dur. Le repos va nous faire du bien la semaine prochaine. Avant de reparler futsal, on va parler football. Gros plan cette semaine sur la Nationale 3, où 6 clubs alsaciens sont à la bataille. C'est compliqué notamment pour Saint-Louis, qui lutte pour son maintien. Les Orinois accueillaient ce week-end la réserve de Troyes, entraînée par l'ancien Mulhousien Garib Hamzin. Regardez. Dans ce match à gagner, Saint-Louis démarre idéalement. Le centre de Camara est dévié du talon par Thierry Yao. C'est superbe et ça fait 1-0 après 12 minutes de jeu. Tout va bien. Tout va mal 5 minutes plus tard quand Troyes obtient un pénalty, mais Aïssi Kédé est impérial et le détourne. Yao est tout près du doublé, mais sa frappe rase le montant. 1-0 à la pause. Saint-Louis est plutôt bien en place. Diallo au retour des vestiaires à l'occasion de faire le break, mais bute sur le gardien troyen. Et comme souvent, faute d'avoir tué le match, Saint-Louis se fait bêtement reprendre. Un ballon mal dégagé, un coup de billard, et Troyes égalise. Tout est à refaire. Les Orinois retournent au charbon, la tête de Diallo est bonne, mais la parade de Boilac est impeccable. Saint-Louis ne ménage pas ses efforts, mais ne sera pas payé. L'envie et les occasions y étaient, mais le réalisme fait défaut.
au classement, alors qu'en haut, Sarre-Union a perdu à domicile. En bas, avec 15 points, Saint-Louis conserve 2 points d'avance sur Sarreguemines et Métropole Troyenne, les deux derniers, mais ces deux équipes comptent 2 matchs en moins. On écoute tout de suite le gardien de but de Saint-Louis, Siegfried Aisekede. Par rapport à avant, il y a du progrès, parce qu'avant, on prenait vraiment beaucoup de buts. Là, c'est vrai qu'on n'avance pas, mais au moins, on encaisse un peu moins, donc ça nous démoralise un peu moins à la fin des matchs. Maintenant, il faut essayer de retrouver cette bonne dynamique, cette réussite qui va nous permettre de gagner beaucoup plus de points, quoi. Et tout de suite, comme toutes les semaines, c'est la crème des réseaux. Et on commence avec les basketteurs de la SIC qui étaient à la Leaders Cup en fin de semaine dernière. Ça se passait donc à Disneyland Paris. Mais apparemment, posés aux côtés de Mickey et de Pluto, eh bien, ça ne leur a pas trop réussi, hein. Les Strasbourgeois tenants du titre se sont fait sévèrement éliminer en quart de finale face à Lasvel, 91-72. Alors, petit lot de consolation, les basketteurs ont pu profiter ou pas des manèges. De Disney, non, moi en vrai j'aime pas les attractions, mais tu vois je veux le faire parce que faut se sacrifier pour l'équipe. J'ai envie de gagner et je veux qu'on ait un esprit d'équipe, du coup je me sacrifie, tu vois. Là j'ai peur de fou là. Qu'est-ce qui s'est passé, Jérémy? Apparemment un petit problème technique, petit problème de maintenance. En fait il y a des peureux dans l'équipe, ils se sont dit on préfère gâter le truc plutôt que de faire l'attraction. Apparemment, il y a des peureux, hein. Alors, ce genre de compétition, c'est aussi eh bien, l'occasion de bisuter les plus jeunes de l'équipe. Regardez. En basket toujours, je vous propose de regarder 2 photos. Ça se passe au club de Holzheim. Alors ça, c'est chez les filles. C'était pour souhaiter une bonne Saint-Valentin à tous. Alors des photos plutôt mignonnes. Et puis voilà, chez les garçons, c'est comme ça. C'est une photo dans les vestiaires. Voilà, à moitié dénudé. Chacun son truc. On passe à présent à la gymnastique avec une Alsacienne, Camille Ball. Elle participait la semaine dernière à une compétition de sport universitaire interacadémique à Dijon. L'équipe a été médaillée d'argent. C'était l'occasion pour l'Alsacienne aussi de montrer l'envers du décor avec quelques chutes. Regardez. Ça peut faire mal, hein. Ça arrive des fois en futsal aussi, des chutes comme ça? Ça arrive. Malheureusement, là, on en rigole, mais il y a un an, notre capitaine a eu un gros choc face à Montpellier. Ça lui a coûté une fracture de l'oreille du rocher gauche et une indisponibilité d'1 an. On va justement parler de cette spécificité du jeu dans quelques instants. Je vous propose de regarder ces images de Mohamed Hamid El Bouajaji, cet athlète alsacien qui était en stage au Kenya. Il est revenu à Monaco pour participer à son premier 5 km et il a tout simplement battu l'ancien record d'Europe de la distance en le réalisant en 13 minutes 28. Mais devant lui, c'était un collègue, Jimmy Gressier, qui termine le parcours en 13 minutes 18 et qui donc bat ce record d'Europe devant Mohamed Hamid El Bouajaji. Regardez cette photo que l'Alsacien a publiée sur ses réseaux, voilà, aux côtés de son collègue. Et avec, on peut lire à côté de la photo, Mohamed qui dit « Grosse séance mon frérot, Jimmy, le sale est inévitable ». Mohamed qui répond « T'as déjà bu un milkshake coton ». Voilà, c'est toujours improbable avec lui, on ne comprend pas toujours, mais il est dans l'humour. Voilà, on termine cette émission avec vous. On parlait de chute il y a quelques instants. C'est quand même un jeu un petit peu spécifique, le futsal, par rapport au football. On est déjà sur un terrain plus petit, c'est beaucoup plus rapide notamment. Pour moi, c'est un autre sport. C'est du 5 contre 5. Ça va très très vite. Faut pas être cardiaque. L'adrénaline, ça pousse. C'est du 5 contre 5 et un joueur peut jouer 30 secondes, voire 1 minute, ou un autre peut jouer 20 minutes. Voilà, mais c'est vraiment très physique. Et après, c'est beau à voir. C'est très beau à voir. C'est tactique. Voilà, on a la chance d'avoir un coach espagnol qui nous fait du beau jeu. Et même quand on regarde à la télé les équipes de D1 ou les équipes espagnoles, c'est très beau à voir, quoi.
Ouais, qu'est-ce qu'on travaille en particulier à l'entraînement? Est-ce qu'il faut être souple aussi? Parce que des fois, on voit certaines actions, c'est quand même impressionnant, quoi. Ouais, comme dit, voilà, c'est un peu un sport de contact aussi. C'est un sport de contact, c'est pour ça que c'est un peu risqué quand il y a le contact. C'est après, voilà, la blessure elle est là, mais sinon, tactique, ouais, c'est comme c'est sur une petite surface, alors on a la chance de faire 3 entraînements par semaine avec un entraîneur expérimenté qui nous apprend des tactiques. Est-ce que c'est un plus quand on vient du football et qu'on se met au futsal ou non? Ou est-ce qu'on peut démarrer le futsal tout simplement? C'est pas forcément à la base, bénéfique, dans les autres pays, comme au Brésil, en Espagne, au Portugal, ils commencent tous par le futsal. Et pour moi, le futsal, c'est un surplus sur le football à 11. C'est l'inverse. Voilà. Ouais. Et il y a beaucoup de clubs en ce moment qui le reconnaissent, comme on a fait un partenariat avec le Racing Club de Strasbourg, l'école de foot. Mais il y en a d'autres qui sont double licenciés chez moi, par exemple, des féminines qui ne peuvent pas venir ou viennent en cachette parce que leur entraîneur de football à 11 dit que le futsal, vous pouvez vite vous blesser, alors que c'est pas du tout ça. Chacun défend après ça. Chacun défend sa discipline, et moi je suis pour les deux parce qu'à la base je suis du football extérieur, quoi. En 2 secondes, le prochain match, prochain rendez-vous? Prochain match, prochain rendez-vous, c'est dans 1 mois contre Bastia. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne soirée. Tout de suite, c'est Nicolas Riffel pour Grain de Sel. D'accord. Nicolas, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Alors Alex, je suis venu te voir aujourd'hui, ici au Leclerc de Gaispo, c'est parce qu'il y a vraiment une chose insolite qui se passe depuis plusieurs années. C'est que nous, les clients, on peut venir ici, bien sûr, faire nos courses, mais on peut surtout venir y manger. Voilà, tout à fait. Il n'y a pas que de remplir son caddie, on peut également remplir son ventre en venant manger au sein de nos restaurants. On a 3 pôles de restauration. Ouais. Donc le premier, c'est le café gourmand. D'accord. Donc tu peux prendre ton petit déjeuner le matin, tu peux prendre ton dessert à l'après-midi, café couronne à 16h. On a le restaurant boucherie, où tu peux déguster une pièce de viande et différents plats orchestrés autour de la viande. Et un bar à huîtres où vous pouvez déguster bien évidemment des huîtres et puis de nombreux plats autour du poisson. D'accord. Alors est-ce que tout est cuisiné sur place? Comment ça fonctionne? Donc ces restaurants pour nous c'est une manière de montrer à notre clientèle notre savoir-faire sur les produits frais, sur les métiers de bouche, de mettre en avant tout le fait maison, tout ce qu'on fait derrière dans nos ateliers, dans nos labos. Et qu'aujourd'hui, le client ne fait pas la distinction entre ce qu'on achète tout fait et ce qu'on met en rayon et tous les produits qui sont préparés par nos professionnels, par des vrais pros à chaque fois à l'intérieur de leur métier et qui proposent aux clients. On va tester la poissonnerie? Allez, c'est parti. Par ça, les huîtres. On va dire que c'est le premier qu'on visite, premier univers, comment ça fonctionne chez toi? Alors, c'est très simple. On a donc la partie restauration. Ouais. On a essayé de couvrir les principaux bassins de production français. D'accord. On a la Tsarskaya qui est un haut de gamme sur la Bretagne. D'accord. On a proposé la Cristal qui elle est un haut de gamme sur la Normandie. Ouais. On a la traditionnelle Gilardo sur Oléron. Alors si maintenant j'arrive chez toi et je dis j'aimerais monsieur déguster une huître de chaque, est-ce que c'est possible? Absolument. On a conçu la carte de manière à ce que les clients puissent choisir son huître à la pièce. Génial. C'est-à-dire on va facturer l'huître à la pièce. D'accord. Il faut prendre 3... Et après partir avec ta bourriche parce que tu as kiffé celle-ci que celle-là. Voilà, l'objectif il est très clair. Il est de faire découvrir des huîtres aux clients. C'est génial. Et une fois qu'il a adhéré à un produit, il peut très bien les acheter et sortir en caisse comme il le fait avec n'importe quel produit en fait. Bar à viande. Oui, c'est ça. C'est quoi le concept? Le concept, c'est de déguster la viande que je vends dans le magasin, directement sur place. D'accord. En rayon, quoi? Tout à fait, oui. Donc déguster, goûter et puis acheter si vraiment... Ça plaît. Si ça plaît. Alors comment ça fonctionne? Tu viens ici, je parle à un des bouchers? Effectivement, le client vient au comptoir, soit il choisit sa viande directement au comptoir, le boucher pèse, moyennant une prestation, avec l'accompagnement, le cuisinier le fait cuire sur place. Ici, directement. Juste derrière nous, là je reconnais le trophée bien sûr, le trophée
Kobe Beef, qui certifie que tu es un distributeur. Que c'est du vrai bœuf de Kobe, que je suis distributeur de bœuf de Kobe. Alors ça, c'est pas commun de voir dans un super... Alors c'est pas anodin, c'est pas anodin. On est dans les restaurants, oui, en restaurant, on le retrouve de par la France. On est 3-4 hypermarchés à le faire. Alors du coup, on pourrait se faire une petite dégustation. Ah oui, avec plaisir. Bon, merci. Merci à vous. Nous, on file en pâtisserie maintenant. Allez, go. Alors, le fameux macaron, ici. Tout à fait. Alors, recette que tu as établie comment? Alors, j'ai eu la chance avec mon ancien employeur de faire des formations, dont une chez Pierre Hermé. D'accord. Et c'est là où j'ai appris à faire les macarons et on a une crème qui a été aussi faite avec une crème mascarpone. D'accord. C'est une crème anglaise mélangée avec de la mascarpone et on fait mousser tout ça et on a une super crème légère qui se marie super bien avec le macaron et le framboise. Comment on donne du bonheur justement aux gens qui viennent se poser et découvrir tes pâtisseries? Toutes les semaines pratiquement on sort quelque chose de nouveau. Alors il y a tout un rayon à faire et j'ai de la chance qu'on me laisse effectivement m'éclater dans mon domaine. Et liberté. Ça c'est une tarte au citron. Fond sablé avec une crème citron classique. Et la fameuse mousse au chocolat. Très beau. Rouleau de Jean Dujat, mousse au chocolat, prendre un feuilleté. Je vais dire bravo. Et surtout, ne soyez pas sages.